un peu sans se rendre compte, on crée notre entreprise. On n'avait pas de structure légale. Donc c'était, enfin voilà, tout des événements privés, mais ça marchait très bien. Donc tous les organisateurs étaient vraiment contents du job qu'on faisait. Et on découvrait en même temps, quoi. Donc typiquement, il fallait un DJ, donc il y a mon frère jumeau qui est devenu DJ. Il fallait un photographe. Je connaissais rien en photo, mais je me suis dit, je vais faire photographe. Et mon troisième frère, il fallait quelqu'un pour gérer toutes les lumières, etc. Donc je me suis dit, moi je vais faire light jockey. Et donc on a chacun eu tous un peu notre petit rôle, et chacun on a apporté nos jalons à l'édifice. Je pense qu'on est des gens qui sont assez axés sur la technique, donc on aime bien faire les choses parfaitement. Du coup on a mis l'effort et l'énergie pour que le projet fonctionne. Et je crois qu'au départ c'était pas du tout dans un but lucratif, parce que pendant 3 ans on ne s'est jamais payé. Donc, tout ce qu'on gagnait, on le mettait dans la cagnotte pour réinvestir et faire grandir comme ça le projet au fur et à mesure. On est parti. Merci Jérémy d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisqu'on est 3. Jean est avec nous. Coucou. Jean, donc tu es aussi membre de YouStart. Tu es vice-président de YouStart UCL. Voilà. Et tu nous accompagnes aujourd'hui pour cette conversation. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fondé, Jérémy, et le parcours qui t'a amené à créer ta boîte? Oui, j'ai fondé plusieurs entreprises, mais celle la plus récente, donc Alva-la-Neuve justement, c'est G-Square Studio. Donc, qui est en fait une entreprise, on va dire, développement informatique, qui a plusieurs pôles d'activité. Et le premier pôle d'activité qu'on a mis en œuvre, c'est Devex. Là, on se trouve actuellement. Et donc, c'est un centre de réalité virtuelle qu'on a ouvert le 1er juillet de cette année et qui en fait accueille des groupes d'amis, des familles. Donc, c'est vraiment orienté B2C pour que les personnes puissent découvrir la réalité virtuelle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la réalité virtuelle, en fait, ce sont des casques optiques, on va dire, dans lesquels les personnes sont plongées dans un monde virtuel. Et l'idée est de pouvoir en fait rendre accessible à un grand public des expériences haut de gamme. Et ça varie d'expériences gamer à d'expériences juste de découverte ou Google Maps ou même artistique avec par exemple Google Filmbrush. Donc on vise un spectre de personnes très très vaste. Donc c'est du divertissement principalement. Et donc c'est principalement axé sur du divertissement. Après l'idée aussi du centre, c'est vraiment d'avoir une expertise assez forte dans la VR. Parce qu'on a l'ambition de travailler notamment avec l'UCL pour faire des partenariats. Donc on a déjà par exemple des chercheurs en psychologie qui viennent ici pour par exemple recréer des stimuli. On a aussi une salle, la Green Room, qui permet de en fait, plonger la personne dans un monde virtuel et la filmer alors dans son monde virtuel, donc elle peut évoluer dans son monde virtuel. Donc c'est des concepts super intéressants qui sont déjà étudiés depuis des dizaines d'années. Et ici avec le marché de la VR devient accessible, donc on peut avoir des appareils en fait, qui peuvent être utilisés à plus grande échelle, et on peut du coup recréer, on peut faire jouer notre imagination, recréer des mondes, donc c'est intéressant pour pas mal de partenaires en fait. Moi j'ai testé il y a quelques jours là, et j'étais quand même impressionné, parce que dans ma tête c'était pas aussi avancé que ça. J'avais vu des vidéos de types qui mettaient des casques de réalité virtuelle, mais qui faisaient ils étaient dans des roller coasters ou des choses qui étaient quand même pas très développées. Et là j'ai testé et j'étais quand même un peu bouche bée parce que je pensais pas que la technologie était aussi développée que ça. Donc c'est intéressant qu'il y ait d'autres façons d'exploiter ça que le divertissement, quoi. Voilà, mais donc on a vraiment Devex qui est la partie divertissement qu'on a lancé en premier, donc c'est toujours assez facile de lancer un produit grand public. Mais en fait Devex c'est un pôle, on a aussi un autre pôle qui est vraiment axé sur le développement. Donc développement d'applications en VR, donc Virtual Reality, ou en AR, c'est Augmented Reality. Donc qui sont deux technologies quand même différentes et à part entière, avec des challenges fort différents, mais qui sont tous basés sur cette nouvelle technologie de pouvoir en fait afficher des informations virtuelles, soit dans un monde réel pour l'Augmented Reality, soit dans un monde complètement virtuel pour la VR. Et donc on a déjà travaillé avec plusieurs clients, et notamment beaucoup pour tout ce qui est formation, éducation. Donc on a un des premiers clients qui est sur Namur, qui s'appelle Transurb, qui est spécialisé dans le training de personnes qui conduisent des trains. Donc ça paraît, c'est vraiment un marché de niche en fait. Mais concrètement, pour devenir conducteur de train, il faut avoir un entraînement
rigoureux, et on n'a pas spécialement l'occasion de se retrouver dans un vrai train. C'est ça. Et donc au final, Transor développe de genre de jeu, c'est un peu du serious gaming. Pour l'instant, ils ont en fait des écrans 2D, mais ils ont au final développé tout le monde en 3D, quoi. Donc il y a le train, etc. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment une transformation digitale, c'est-à-dire transformer leur application 2D en une application 3D. Et donc en fait, ça a été relativement vite, vu qu'on a quand même une bonne expertise dans le domaine. Et eux passent du coup d'une application écran 2D, qui est pas spécialement immersive, à une application qui est beaucoup plus immersive. Et donc en fait, la plus-value est gigantesque, puisque les gens sont plongés dans le train, peuvent aller se déplacer de wagon en wagon, voir les informations, et tout ça comme s'ils y étaient vraiment, alors qu'en fait ils sont juste dans un local n'importe où. Tu peux te former en réduisant les coûts. Voilà, donc en fait il y a effectivement une partie d'éducation qui est très très importante, parce que premièrement, effectivement, ça réduit les coûts vu qu'il ne faut pas spécialement se déplacer, il ne faut pas avoir le matériel. Et deuxièmement aussi, pour certains domaines, c'est beaucoup moins dangereux. Je pense par exemple à l'aéronautique. Voilà, donc on aimerait bien par exemple voir un moteur en action, genre une grande turbine d'avion. Voilà, de 1, c'est difficile d'en se fournir une. Et de 2, ça peut être potentiellement dangereux. Mais à côté, t'es pas bien. Voilà, donc là, par contre, en VR, on peut la faire tourner, on peut la faire arrêter, on peut exploser le moteur, et s'en approcher, même limite la toucher. Donc effectivement, tu peux comprendre des phénomènes d'une manière beaucoup plus précise, entre guillemets, même pour le domaine médical. Tu vas devenir chirurgien, tu peux t'entraîner. C'est justement un rebond, parce qu'on a pour l'instant en discussion avec MSF, donc Médecins sans frontières, pour justement les équiper en VR. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des trainings de nouveau en 2D. Et donc typiquement, c'est se retrouver, je sais pas moi, par exemple en Somalie, aller gérer un camp de réfugiés. Mais donc on peut potentiellement avoir des personnes qui arrivent, qui sont malades, blessées, etc. Pour l'instant, donc ils ont une application en 2D et ils sont un personnage qui joue, je vois un patient, quelle couleur je lui mets, dans quelle salle je vais la mettre. Bon, c'est bien, mais c'est encore beaucoup mieux si on peut mettre un casque et être complètement plongé dans le campement de base et commencer à devoir traiter les patients qui arrivent, vraiment aller même les toucher, prendre leur pouls. Et donc, c'est vraiment des actions, des automatismes qui vont faire que le training est beaucoup plus efficace. Les gens vont beaucoup plus le retenir et même ils vont aussi prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre. En fait. Ça prend sans risque. Voilà, il n'y a pas de risque, le coût est beaucoup moins important. Il ne faut pas recréer, par exemple, je sais pas moi, un basecamp à l'étranger. Donc il faut juste le créer de manière numérique. Aujourd'hui, il y a des techniques pour rendre vraiment des choses photoréalistes qui deviennent vraiment accessibles. Donc, je pense par exemple à tout un scan dans l'environnement en 3 dimensions, c'est des choses qui deviennent vraiment accessibles. C'est vraiment intéressant de voir que justement il y a accès à tous ces secteurs dans la réalité virtuelle. Est-ce que vous pensez peut-être à l'avenir concurrencer Amazon justement avec ces systèmes de supermarchés justement qui essayent de tout rendre virtuel? Est-ce que vous imagineriez par exemple faire une visite virtuelle du Deleuze et on achète ces produits à l'intérieur? Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, je pense qu'il y a encore le gros, on va dire, point négatif de la VR. Au niveau visuel, c'est très très réaliste. Par contre, au niveau toucher, forcément, on a encore un grand step à faire. Donc, il y a pas mal de startups qui sont en train de développer des exosquelettes ou des gants, etc., pour essayer de pouvoir se déplacer et aussi de pouvoir toucher l'environnement virtuel comme si on était vraiment dedans. Bon, forcément, c'est des challenges techniques vraiment très grands, mais ça va arriver. Maintenant, je pense que ça va prendre quand même encore 5-10 ans pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment, on va dire, tout à fait immersif et qu'on puisse plus reconnaître, entre guillemets, la réalité de la virtualité. Je pense aussi qu'il y a encore l'aspect, typiquement, acheter sa nourriture. J'ai l'impression qu'il faut aussi pouvoir le toucher, voir. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'achats sur Internet, des commandes, etc. Et si on pouvait peut-être offrir aux clients
l'alternative entre les deux, ça pourrait peut-être intéresser. Oui, maintenant je pense que typiquement par exemple pour les courses en ligne, je pense que les clients ils connaissent le produit, donc ils sont oui, je vais commander celui-là, je le connais. Maintenant pour découvrir de nouvelles choses, ça me semble un petit peu plus difficile. Par contre, ce qui va se faire, c'est par exemple aller visiter un endroit. Et donc un autre très gros marché, c'est l'immobilier. Vous êtes en recherche d'un appartement, d'une maison, au lieu d'aller courir partout en Belgique pour visiter, en fait aujourd'hui vous pouvez vous dire il y a un scan 3D qui a été fait, on met le casque et on se déplace vraiment comme si on était dans le bâtiment, et donc on a une qualité, donc en fait c'est un autre service qu'on a ici, donc c'est le scan de bâtiments en 3D. La qualité est vraiment très très bonne, donc on ne voit pas du tout les pixels ou quoi que ce soit, donc on est vraiment plongé dans le bâtiment. Et donc en 5 minutes, on a fait le tour, on a vraiment une bonne impression de quoi ressemble le bâtiment, sans devoir prendre rendez-vous, ni devoir se déplacer. Donc, et donc ici, il y a vraiment un use case gigantesque. Et donc on va avoir les premiers immobiliers qui vont d'office très très rapidement, je pense, mettre ce genre de plateforme en place. Et donc nous, on propose aussi le service donc de pouvoir scanner un bâtiment, et c'est relativement peu coûteux. Donc là, on vise plutôt tout ce qui est musée, scène événementielle, qui aujourd'hui, on zoome 2-3 photos de leur emplacement. Maintenant, s'ils ont une visite 3D, qui existe honnêtement depuis déjà longtemps, mais c'était relativement coûteux et pas spécialement de super bonne qualité. Maintenant, on a des machines qui permettent de faire ça à un prix vraiment raisonnable. En fait. C'est marrant parce que j'allais demander pourquoi tu t'es lancé dans la VR. Même maintenant que je vois toutes les possibilités qu'il y a, c'est évident, quoi. Je veux dire, effectivement, si tu as la possibilité de te lancer dans ce domaine. Il y a énormément d'applications possibles. Donc on a couvert tout ce qui est divertissement, tout ce qui est éducation. Maintenant, il y a encore 2 autres domaines qui sont importants. Donc, il y a un premier domaine qui est tout ce qui est marketing. Et donc ça, on commence à voir beaucoup sur les salons. Donc il y a une marque qui va aller mettre un casque et pouvoir vraiment immerger le client dans le monde de la marque. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut par exemple être L'Oréal qui va mettre un casque à disposition et on va être immergé, je sais pas moi, dans un film 360, une soirée de gala. On va pas sentir le parfum, mais par contre on va être immergé dans le monde de la marque. Et c'est quelque chose qui va en fait frapper le client. Donc par rapport aux outils standards de marketing, c'est bien au-dessus. Donc ça, c'est des choses qui vont apparaître de plus en plus, que ce soit en salon ou même bientôt aussi juste sur les réseaux sociaux. Donc on commence à avoir des vidéos 360, etc. Et donc la consommation de ce mode de média, donc en VR, va augmenter. Donc on va avoir aussi tout un web qui va se créer en VR, et donc on sera en fait plongé par exemple pendant 1 heure avec un casque à browser dans le web, et donc ça sera une expérience utilisateur beaucoup plus immersive. Et donc ça existe, ça commence à se mettre en place. Sur Facebook, il y a déjà pas mal de vidéos 360 qui se mettent en place. Si vous mettez par exemple un Gear, donc avec le Samsung, c'est un casque qui coûte 150 €, donc c'est vraiment accessible. En fait, on est capable d'être immergé dans cette vidéo 360. Donc c'est déjà beaucoup plus frappant qu'une simple vidéo. C'est ça. Est-ce que le marché de la réalité virtuelle en Belgique est aussi développé que dans les autres pays, ou est-ce qu'on a un certain retard par rapport aux États-Unis par exemple? C'est une très bonne question. En fait, pourquoi on s'est lancé? Donc si je reviens, maintenant ça fait 8 mois en arrière, qu'on a vraiment, comme moi j'ai vraiment rejoint le projet. Donc on a commencé à analyser justement un peu le marché, et l'Europe est effectivement en retard, surtout en ce qui concerne tout ce qui est divertissement. On voit bien par exemple en Asie, des centres de réalité virtuelle, il commence vraiment à y en avoir beaucoup. Aux États-Unis aussi, ça ouvre, au Canada notamment. Et donc effectivement, on voyait bien, surtout en Belgique, qu'il y avait un gap. En France, il commence aussi à en avoir pas mal. Et donc c'était vraiment le moment, je pense, de se lancer, parce que effectivement, t'es au début. C'est vraiment au tout début, mais les technologies maintenant sont prêtes, sont relativement accessibles, relativement faciles d'utilisation. Il faut quand même, c'est encore une technologie fort sensible, donc il faut. Ici on est 4 ingénieurs, donc on est bien formés. Donc tout le monde ne peut pas spécialement ouvrir un centre de réalité virtuelle.
Mais grosso modo, c'est une technologie qui devient vraiment accessible au grand public en fait. Okay. Et justement, pour ouvrir un centre comme ça, comment vous y êtes pris? Vous avez démarré à 4. Comment est-ce que vous avez su que vous vouliez travailler ensemble? Comment est-ce que vous avez su que ça allait fonctionner dans votre équipe en fait? Voilà, donc c'est aussi une très bonne question en fait. Donc Julien Rico, qui est un petit peu l'initiateur et je veux dire un peu le porteur du projet, qui a étudié ici à Louvain-la-Neuve, il a fait ingénieur civil et puis il a fait 1 an de gestion. On s'est tous rencontrés en fait à Deloitte, donc on est 4 anciens de Deloitte. Et Julien Rico, Julien Bergiers et Jonathan commençaient un peu vouloir créer une société autour de la VR. Enfin, ils avaient plusieurs idées, mais pourquoi pas autour de la VR. Ils avaient besoin de quelqu'un d'un peu plus expérimenté, aussi orienté un peu plus business. Donc, moi, j'ai fait une première réunion, c'était fin décembre, je m'en rappelle encore bien. Ils m'ont fait tester un de leurs casques. C'était une application toute simple où en fait on met le casque sur la tête et avec nos mains, donc les mains sont filmées et représentées dans la virtualité, on est capable de créer des objets, donc des blocs, des disques, etc. Et les manipuler. Et honnêtement, après 10 minutes, moi j'étais bluffé et je leur ai dit, rien qu'avec ça, on peut déjà lancer un concept. Et donc, on a commencé à créer un business plan autour de quels vont être les services qu'on va proposer finalement. Et donc très rapidement, j'ai poussé un peu l'équipe à faire un premier showcase. Donc, c'est-à-dire vraiment mettre en place un mini-centre de réalité virtuelle où les gens, donc c'était des amis, la famille, sont venus tester. Et donc, donc de manière très simple, on avait 2-3 expériences à faire tester, un questionnaire d'enquête. Et en fait, il s'est avéré que tous les gens qui étaient venus étaient vraiment convaincus que ça allait marcher. Et donc rapidement, on a refait un deuxième showcase ici commercial, c'est-à-dire que les gens devaient payer pour venir tester l'application. On s'est toujours biaisé puisqu'on a encore beaucoup d'amis qui étaient intéressés, etc. On l'a fait en 3 jours. Je pense qu'on a eu 400 participants en faisant très très peu de marketing, quoi. Donc à partir de ce moment-là, on était assez convaincus que l'idée était porteuse et qu'il y avait un marché à faire. Donc vous avez très très vite testé votre concept. Voilà, mais donc pendant que j'ai une formation de CPME, donc eux étaient déjà en temps de repêchage depuis plusieurs mois. Moi je me suis dit il faut fail fast, il faut mettre à épreuve le concept directement, même si, parce que leur idée de base c'était de développer quelque chose de beaucoup plus avancé, qui était de la mixed reality, donc c'est-à-dire pouvoir vraiment toucher les objets et qu'il y ait des actions, etc. qui se passent, donc que ce soit par exemple un centre, je sais pas moi, de 400 mètres carrés, un bâtiment où en fait il n'y a rien dans le bâtiment sauf quelques objets, mais en virtualité, c'est par exemple un endroit futuriste avec des monstres ou des choses comme ça qui arrivent, donc quelque chose qui aurait pris sans doute 1 ou 2 ans à développer et qui aurait été fabuleux, on va dire, mais en fait ce que les technologies proposent déjà maintenant était suffisant pour le mettre sur le marché. Et donc on a toujours l'ambition en fait, de faire ce projet, mais à plus long terme. Maintenant qu'on a effectivement un centre qui tourne, des employés qui vont pouvoir travailler sur le projet, et donc continuer à un peu à grandir en expertise et pouvoir proposer des expériences qui seront de plus en plus bluffantes. Donc vous allez continuer à innover, par exemple, on n'a pas encore accès à marcher, on peut marcher légèrement dans les jeux que vous proposez, on ne peut pas commencer à courir. Est-ce que ce serait envisageable que vous preniez des tapis roulants? Tout à fait. Mais donc il existe des technologies maintenant pour marcher ou même courir. Et donc c'est vraiment l'idée. On a eu démarrage en 1er juillet, mais donc dans notre plan d'investissement, on prévoit vraiment d'avoir des technologies plus avancées, que ce soit des accessoires comme par exemple un fusil à retour de force, typiquement, on peut être vraiment immergé avec quelque chose en main quand on tire, mais aussi par exemple avec des gants haptiques, donc quand on va toucher ça va vibrer, bon, c'est pas comme en réalité mais ça ajoute déjà une immersion plus grande, et aussi avec Treadmile, donc c'est vraiment finalement un socle sur lequel on peut marcher à l'infini, du coup c'est d'autant plus immersif, parce qu'il est vrai qu'ici pour l'instant on a une zone de jeu ici de 4 sur 4 mètres. Donc une fois qu'on a fait 4 mètres, on arrive au bout du monde virtuel, et si on avance, on colle le mur, quoi. Donc ça casse d'une manière ou d'une autre l'immersion, mais on compte bien effectivement avoir ce genre d'appareil qui permet de marcher à l'infini. On compte aussi avoir des simulateurs de vol, de course, donc c'est toutes des choses qui sont dans le planning, on compte les sortir relativement rapidement.
Donc c'est une start-up qui compte, son objectif c'est vraiment d'innover et de jamais s'arrêter. Mais je pense que c'est hyper important de rester au courant de la technologie et toujours pouvoir proposer, renouveler le contenu. Et c'est aussi une manière de pouvoir se différencier. Parce que dans un an, je suis certain qu'il y aura beaucoup d'autres centres qui vont ouvrir. Parce que, comme je disais tantôt, c'est pas spécialement, il n'y a pas vraiment de facteurs bloquants. Il n'y a pas trop de barrières à l'entrée. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, effectivement. Donc, si ce n'est qu'effectivement être toujours à la pointe de la technologie, proposer des expériences qui sont vraiment haut de gamme, qui ne sont pas proposées dans d'autres centres, c'est quelque chose d'important. Typiquement ici, on a une salle multi-room où il y a 4 joueurs qui jouent dans la même pièce. C'est quelque chose qui n'est pas proposé en Belgique, par exemple. C'est assez technique parce que normalement c'est fait pour un casque. Mais donc ici on propose quelque chose de déjà plus avancé et c'est ce qui marche vraiment bien pour l'instant. Toujours être en avance. Il faut, je pense que c'est important d'être en avance, c'est un coût certain. Et je pense en plus des bénéfices et des coûts qu'on peut avoir, c'est surtout personnellement, c'est une émancipation, c'est toujours plus important. Plus satisfaisant que toujours faire. Exactement. Pour rebondir sur le niveau des coûts, vous avez eu un certain investissement, et si c'est pas trop indiscret, quels ont été vos moyens de financement? Qui est-ce que vous avez convaincu? Est-ce que vous êtes passé par la banque, par un réseau d'amis Et donc, il y a plusieurs types de financement. Mais donc, quand je suis arrivé dans le projet, on a commencé à faire le business plan et on s'est rendu compte que avec 100 000 euros, 150 000 euros, il y a moyen d'ouvrir quelque chose. Donc c'est serré. Et donc j'ai plutôt opté pour un financement des 3F, donc Fools, Family and Friends. Et donc on était 4, on a chacun dû lever environ 25 000 euros. C'est accessible quoi. Donc, et surtout qu'on avait des showcases qui étaient prometteurs, donc on a pu lever nos fonds relativement rapidement. Et donc on a contracté des emprunts à l'amiable ou aussi avec la région Wallonne qui propose le prêt coup de pouce. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet de fiscalement déduire 4% de l'emprunt. Donc ça revient à l'investisseur, s'il a un petit peu d'argent de côté, à lui faire un investissement à minimum 4%, ce qui aujourd'hui est intéressant puisque les banques donnent zéro. Donc on a su, je pense, convaincre rapidement des amis ou la famille pour nous prêter de l'argent. Et Louvain-la-Neuve, c'était votre premier choix ou est-ce que c'était justement pour pouvoir avoir cette aide de la région Wallonne? Pourquoi sur Louvain-la-Neuve? En fait, le premier choix c'était Bruxelles. Donc on a cherché quand même pendant plusieurs mois une salle à Bruxelles. Maintenant, les loyers à Bruxelles sont quand même vraiment chers et on n'a pas trouvé ce qui nous convenait. Et donc, on cherchait aussi des salles un peu partout et donc on est tombé ici sur l'espace ici, place de l'université. À la base, on ne comptait pas aller à Louvain-la-Neuve, honnêtement. Mais en y réfléchissant, on s'est dit, en fait, c'est une très bonne idée parce que mes 3 autres associés sont issus de Louvain-la-Neuve. J'ai fait aussi mes études, donc on connaît bien l'endroit. On a quand même un réseau ici assez important. Et je pense que ça a joué grandement dans le succès. Sachant qu'on a eu aussi tous nos amis qui ont quand même préparé au projet. Et typiquement, les travaux qu'on a fait ici sont. Donc il n'y avait rien ici, donc c'était un open space. Et on a tout refait, donc on a monté des cloisons nous-mêmes. On a mis ici tout ce qui est moquette, l'électricité, le réseau, la peinture, tout ça nous-mêmes. Parce qu'on avait un budget vraiment serré, donc on s'est dit on va faire le travail nous-mêmes. Si on n'avait pas eu notre groupe d'amis, on n'aurait jamais réussi à juste ouvrir la salle aussi vite. Voilà, avancer aussi vite et même je pense que ça aurait été décourageant. Donc, je pense qu'au final c'est vraiment un projet qu'on a bien fait d'ouvrir le Louvain-la-Neuve. En plus c'est facile d'accès par rapport à Bruxelles. Voilà, et puis même je pense de manière stratégique c'est un bon endroit puisqu'il n'y a pas tellement d'endroits de divertissement. Donc, t'as vite fait le tour. On a vite fait le tour. Et donc voilà, c'est facile d'accès. Je le dis en tant qu'étudiant, je suis content que c'est ouvert. Ça rajoute un truc en plus à faire. Je pense que là on est ouvert depuis 2 mois, c'est les vacances. On a déjà pas mal d'étudiants qui sont venus et qui nous disent on reviendra. Il y a beaucoup de gens qui reviennent. Donc je pense que oui, on a fait un bon choix ici. Et donc c'est du B2C, mais vous n'avez pas des entreprises qui viennent pour du B2B Alors on a pour des team building par exemple? Voilà, exactement. Donc on a énormément de team building. Donc je pense qu'on a un par semaine pour l'instant. D'accord. Donc on a McKinsey par exemple qui est venu nous demander de faire un team building ici. Donc ça attire tout type d'entreprise parce que c'est innovant
Et puis on propose aussi un programme spécial pour les team building où on a la gestion du stress en équipe, la communication, etc. Et tout un tableau de scoring où il y a une petite compétition entre les équipes. Du coup, les premiers team building qu'on a eu se sont très très bien passés. Et je pense qu'effectivement, on va en avoir de plus en plus. Donc, Et comment est venue à l'équipe l'idée justement de se lancer dans la réalité virtuelle? Est-ce que l'idée a germé quand vous travailliez chez Deloitte ou est-ce qu'elle est venue de quelque part d'autre? En fait, donc j'ai Enrico, qui est un petit peu l'initiateur, avait acheté à l'époque, il y a plus de 2 ans maintenant, un Oculus. Donc c'est un des premiers casques en mode kit développeur, parce qu'il est juste intéressé par les nouvelles technologies. Et intéressé, il a continué à suivre cette technologie-là. Donc il avait en fait énormément de connaissances. Après, l'idée de lancer l'entreprise, c'est vraiment, je pense, vouloir changer aussi. Donc on était depuis 1 an et demi chez Deloitte. Je pense vraiment pouvoir changer de job simplement. C'est ça, ouais. Et donc je dirais pas que c'est un entrepreneuriat par nécessité, parce qu'il avait déjà un job. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, c'était vraiment le besoin de changer, de se mettre à son propre compte. Donc voilà, c'est un peu, c'est venu de là, et je crois que c'était très très vite. C'est ça, ouais. Je pense qu'ils ne se voyaient pas spécialement au centre le 1er juillet, moi non plus d'ailleurs. Ça a été très vite, mais à partir du moment où le marché est porteur, et avec les services qu'on propose marche bien, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Voilà. Tu savais que ça marchait, donc... Voilà, on s'est dit, il n'y a pas de raison d'attendre. Vous n'avez pas trop de difficulté à prendre la décision Enfin, moi je suis pas encore. Moi je suis toujours chez Deloitte, je travaille encore. Ah, d'accord. Ok, on va l'apprendre. Mais bon, ça va changer très prochainement. On a pris la décision petit à petit, entre guillemets. On s'est dit, on va se lancer, on verra bien. Et puis dès qu'on a eu une montée en charge, on a commencé à quitter Deloitte au fur et à mesure. Donc Julien qui est parti, puis Jonathan qui est parti, et Julien maintenant qui est à moitié. Enfin, Julien Enrico qui est à moitié temps. Donc voilà, c'est graduel. Au final, on s'est dit qu'on n'a pas pris tant de risques que ça. Donc oui, se fait rapidement et sans trop de risques. Enfin, on n'a pas vraiment dû se poser la question au moment est-ce que oui ou non on prend le risque. Au final, le marché était tellement porteur qu'on n'a pas dû se poser cette question. Et tu arrives à gérer les 2 emplois du temps, Deloitte plus physiquement, humainement, comment tu tiens le coup? Humainement, ça se passe très bien. C'est super excitant. Développer un projet, c'est toujours super excitant. Par contre, physiquement, c'est un peu plus dur. On fait des très petites nuits. Mais bon, je crois qu'au fur et à mesure que ça va tourner, on va retrouver des remplaçants parce que parfois je fais opérateur ici. D'accord. Donc 2 fois par semaine, je me retrouve ici à faire opérateur parce qu'on n'a pas encore le cash flow nécessaire pour engager des students. On espère qu'en septembre, il y aura assez de personnes pour pouvoir engager. Donc il faut un peu mordre sur sa chic. Mais ça va. Et votre entourage était OK par rapport au fait que vous vous lancez? Parce que vous étiez chez Deloitte, quand même bon boulot. Vous vous annoncez, on se lance dans la réalité virtuelle, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Comment est-ce que la famille réagit? Mais c'est une très bonne question parce qu'au final, si on fait un peu de l'entrepreneuriat, on va dire familial, donc le soutien de la famille et aussi même des proches, des copines par exemple, c'est vraiment quelque chose de super important, sans lequel je pense qu'on ne peut pas facilement réussir. Et ici, comme je le disais tantôt, on a eu un soutien vraiment énorme. Et donc, que ce soit la famille ou même des amis proches, donc on avait des gens aussi, pendant tout le mois de juin, on avait 10 personnes chaque soir pour venir faire de la peinture, la maquette, etc. Et donc, on a vraiment eu un soutien à 100%. Je pense aussi que les personnes, d'une manière ou d'une autre, s'émancipent à pouvoir participer à un projet qui est un peu plus grand qu'eux, entre guillemets. Donc, et je pense que même maintenant, on a aussi pas mal de bénévoles qui viennent aider de temps en temps pour nous décharger une soirée. Enfin, c'est quelque chose qu'ils font avec plaisir. Et on les remercie beaucoup, sans quoi on n'aurait jamais ouvert. Et donc, on a eu clairement un soutien important. C'est génial. Tout le monde n'a pas cette chance. Ah oui, c'est clair. Ici, le groupe d'amis qu'ils ont sur le Banana va être assez exceptionnel. Et avant de lancer J4 Studio, tu as dit que tu avais lancé d'autres entreprises. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant? Quel est ton parcours personnel? Voilà. Et donc, je vais faire un step back, plus ou moins 10 ans, pour vous mettre un petit peu de contexte par rapport au premier lancement de ma première entreprise. Et donc concrètement, depuis assez jeune, je travaille dans tout ce qui est son et lumière, donc notamment au
Théâtre Saint-Michel. Donc mon père en fait possède une grosse partie de l'installation son. Du coup, très jeune, on allait démonter des baffes pour les concerts, pour les pièces de théâtre. Et aussi on travaillait là, par exemple en tant qu'ouvreur de salle. Donc je gérais une équipe d'ouvreurs. Donc on a toujours eu un peu cet esprit d'entrepreneur, on va dire, gérer une équipe. En 2010, en fait, un de mes cousins s'est dit vous avez un peu de son, et puis moi j'aime bien organiser des soirées, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas dans l'organisation de soirées? On s'est dit, moi j'avais à l'époque 17 ans, je pense, 17-18 ans. On s'est dit, pourquoi pas? Et du coup, on a chacun mis toutes nos économies pour acheter des lumières, des structures, etc. Et on a commencé vraiment comme ça à faire nos premiers événements. Et donc, un peu sans se rendre compte, on crée notre entreprise. On n'avait pas de structure légale. Donc c'était tout des événements privés, mais ça marchait très bien. Donc tous les organisateurs étaient vraiment contents du job qu'on faisait. Et on découvrait en même temps, quoi. Donc typiquement, il fallait un DJ. Donc il y a mon frère jumeau qui est devenu DJ. Il fallait un photographe. Je connaissais rien en photo, mais je me suis dit je vais faire photographe. Et mon troisième frère, il fallait quelqu'un pour gérer toutes les lumières, etc. Donc je me suis dit moi je vais faire light jockey. Et donc on a chacun eu tous un peu notre petit rôle et chacun on a apporté nos jalons à l'édifice. Je pense qu'on est des gens qui sont assez axés sur la technique, donc on aime bien faire les choses parfaitement. Du coup, on a mis l'effort et l'énergie pour que le projet fonctionne. Et je crois qu'au départ, c'était pas du tout dans un but lucratif, parce que pendant 3 ans, on s'est jamais payé. Donc tout ce qu'on gagnait, on le remettait dans la cagnotte pour réinvestir et faire grandir comme ça le projet au fur et à mesure. Forcément, on était tous ces études, donc on n'avait pas du temps, ça dépend. Je crois que justement pendant l'étude, on peut avoir beaucoup de temps, on peut être capable de dégager énormément de temps si on se organise correctement. Et donc après 2 ans, au final, on avait beaucoup d'événements, quoi. Donc on générait un chiffre d'affaires relativement important et on s'est dit maintenant, quand on contactait des entreprises, c'était il nous faut une facture. Et du coup, on s'est juste dit on va vraiment se lancer, quoi. Donc on a créé la SPRL. On n'a pas vraiment fait de business plan puisque ça marchait déjà, mais de manière plus sérieuse, on a créé l'entité juridique, on a fait un petit planning en se disant quelle va être notre croissance, etc. Et donc en 2012, on a créé la SPRL et on a continué à avoir de plus en plus d'événements. Et donc on est spécialisé maintenant dans tout ce qui est installation de sonorisation, d'éclairage et de vidéo. Donc c'est vraiment une partie technique, donc on a vraiment une partie de technicien qui va aider les organisateurs à pouvoir monter un spectacle ou monter une soirée privée avec beaucoup de matériel. Et on a aussi toute une partie d'agence qui va permettre aux organisateurs de faire appel à un traiteur, des chanteurs, des danseurs, un DJ, etc. Et donc on essaie de proposer vraiment un package pour des événements plutôt haut de gamme, je dirais. Donc on fait énormément de mariages par exemple, donc c'est des événements qui sont assez haut de gamme, je dirais. Et on commence aussi à faire pas mal d'événements pour les entreprises. Et ça tourne par qui maintenant en fait, cette entreprise? Et donc mes 2 frères sont à temps plein pour la partie technique, et pour la partie agence, on a aussi 2 personnes à temps plein, plus mon cousin qui a aussi un autre job chez KPMG. Très familial, quoi. Ça reste très familial, effectivement. Maintenant, on est un peu en restructuration, donc on est en train de voir un peu comment on va évoluer. Parce que l'entrepreneuriat familial, c'est bien. Maintenant, il y a des ambitions de croissance un peu plus élevées. Donc, on est en train de voir si on va pas engager un employé pour libérer par exemple mes frères, pour faire plus de business development, trouver d'autres segments, parce qu'on fait encore beaucoup de privé, on aimerait bien se diriger plus vers le B2B. Donc on est en train de mettre un peu en place une vision qui va changer ces prochaines années, quoi. Et ça s'appelle comment cette entreprise? Ça s'appelle Make It Pop. Oui, c'est ça, d'accord. Non, mais c'est le fait de projecteur. Donc moi j'ai fait énormément de soirées rallye en fait. C'est un peu le secteur dans lequel on a commencé, puis on a fait aussi d'autres types d'événements. Donc toutes les photos qui sont sur Facebook. Je me disais, mais ils sont partout, quoi. Et donc on fait environ, je dirais, 300-400 événements par an. Et vous êtes en compétition, je dirais, avec Exclu Event, ici sur Louvain, vous voyez c'est qui? Oui, mais on est quand même basé sur Bruxelles.
Maintenant, ça dépend du secteur. Je dirais dans le secteur privé, on est plus en compétition avec As You Wish, ou Oscar DJ anciennement. Bon, maintenant, oui, le milieu est très petit. On a eu d'autres concurrents aussi à l'époque qui sont tout doucement soit très orientés dans d'autres segments, soit qui sont juste arrêtés. C'est un milieu qui est très concurrentiel. C'est ça. Tout le monde sait faire DJ. C'est une passion pour beaucoup de gens, donc tout le monde est prêt à investir quelques milliers d'euros dans 2-3 spots et des baffles. Donc effectivement, c'est un milieu qui est fort concurrentiel. Le milieu événementiel est aussi difficile parce que c'est des horaires qui sont très très longs. Donc pour les gros événements, c'est 30 heures non-stop. Donc c'est difficile d'avoir un work-life balance qui est bonne, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus se diriger vers des events corporate qui permettent d'avoir un montage par exemple la veille, un démontage le lendemain, alors que un événement privé, les gens accèdent à la salle, ils connaissent pas bien non plus, donc il y a beaucoup de contraintes qui font que c'est un milieu vraiment difficile. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font par passion. Donc être sur un événement, c'est toujours chouette. Et je pense par exemple au mariage, on fait toujours avec plaisir. C'est une journée toujours exceptionnelle, mais ça reste, on va dire, physiquement et mentalement parfois difficile. Et pourquoi c'est pour cette raison-là que tu as décidé de prendre de la distance par rapport à Make It Pop et partir sur autre chose ou... Voilà, c'est vraiment une des raisons principales. Donc j'ai fini mes études en 2014, je ne savais pas trop quoi faire. Make It Pop marchait très bien, mais je ne me voyais pas spécialement vivre dans le milieu événementiel toute ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai commencé chez Deloitte pour découvrir un autre domaine. Mais bon, je continue à travailler quand même pas mal, on va dire, pour Make It Pop. Donc je reste photographe, un des principaux photographes. Donc, mais là, je fais plus aussi par passion. Donc là, je fais beaucoup de photos de mariage. Donc c'est quelque chose qui est... ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est aussi rewarding. Donc c'est quelque chose que je fais avec plaisir. C'est beaucoup de gens que je connais qui me demandent. Donc on a aussi une proximité assez proche avec le couple. Donc c'est quelque chose c'est spécial, que j'aime bien faire. Et en plus de ce rôle de photographe, j'ai aussi un rôle, on va dire, plutôt IT. Donc j'ai mis en place la plupart des systèmes IT, sur la comptabilité, la génération des offres des clients, donc tout le système CRM, tout le système ERP. Donc j'aime bien développer des choses pour que l'entreprise fonctionne mieux. Et donc je compte bien aussi continuer à soutenir la croissance et aussi de manière un peu plus stratégique. Vu que je ne suis pas tous les jours comme mes frères plongé dans le business, je peux facilement prendre du recul, faire un step back et me dire ok, l'investissement que vous voulez faire là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, etc. Donc je pense que je continue à apporter quand même une grosse plus-value parce que je connais bien le milieu, mais par contre je ne suis pas day-to-day. Donc, je peux avoir une vision un peu différente de ce qu'eux ils ont. Et donc, et ça reste, je reste actionnaire, ça reste mes frères, ça reste ma famille. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose que je continuerai à faire tant qu'ils sont impliqués. C'est une très chouette histoire. Vous démarrez à 3. On est démarré à 18 et c'est une super belle réussite. Oui, effectivement. Et on s'est lancé sans vraiment s'en rendre compte. Et c'est un peu le succès qui porte le projet, on va dire. Et je pense que l'élément clé du succès, c'est finalement juste la motivation et l'implication de chacun. Donc, on était tous investis pendant 2 ans. On n'a pas eu une seule rémunération. On a tous investi toutes nos économies. Et le fait qu'on soit aussi convaincu par le projet, ça permet aussi aux clients d'être convaincus. Donc nos premières ventes de projets, au final, on n'a pas d'expérience, mais les gens nous font confiance quand même, parce qu'ils voient qu'on a de l'énergie, qu'on est motivé. Et Make It Pop, c'était ton projet CPME ? Non. Donc en gros, j'ai rejoint CPME donc, en 2012. Donc on venait de créer la SPRL. Et moi j'ai une formation d'ingénieur civil, donc on va dire pas du tout business. Et je voulais justement un peu explorer plus l'entrepreneuriat et notamment avoir un background un peu plus solide, je sais pas moi, en comptabilité, en droit, etc. Donc mon idée de base c'était j'ai envie de faire des cours qui sont un petit peu liés à ça pour que j'en sache juste plus. Je suis un technicien de base, donc j'aime bien savoir ce que je fais. Donc j'ai rejoint le programme CPME et au final les cours théoriques très bien, mais au final je connaissais déjà en très grosse partie tu baignais dedans. Voilà, je baignais dedans, donc on va dire que mon objectif de base n'a pas vraiment été atteint.
Mais par contre, ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur d'autres aspects du management. Et je pense notamment, ce qui est très important à CPME, c'est qu'on travaille de manière multidisciplinaire. Donc on se retrouve dès la première semaine avec, moi, j'avais un profil technique, je me retrouve avec un juriste et une personne aussi en gestion. Et donc on doit faire la Start Academy, je suppose que vous connaissez bien. Et donc on a commencé un premier projet comme ça avec deux autres personnes, Julien Spédal et Jeannette Bailey, que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas non plus leur mode de fonctionnement. Et le projet venait à l'époque de Julien, c'était créer des magasins bio et locaux. Donc un projet, on va dire, relativement simple. Mais en fait, on s'est quand même allé vite pris au projet, comme si on allait vraiment le lancer. Et donc c'était pendant, je pense, 3-4 mois, le premier quadrimestre, où on a dû écrire notre business plan. Donc rencontrer, je sais pas moi, des fournisseurs, des agriculteurs, voir comment le réseau de distribution allait fonctionner, etc. Et donc ça m'a quand même, je me suis vite pris au jeu, entre guillemets. Et on s'est rendu compte que, il faut pas seulement avoir une super idée technique qu'on a fait en laboratoire pendant 10 ans pour lancer un business. Et donc, donc c'est un premier projet qui s'est bien passé. Maintenant, en CPME, il y a le mémoire, qui est la partie la plus importante, qui se fait sur 1 an et demi. Donc là, c'est vraiment chaque faculté doit se mettre en commun pour avoir un business, donc la création d'une entreprise, donc la création d'un business plan qui répond aussi aux exigences de la faculté. Donc là, c'était plus difficile puisque je devais répondre aux exigences de la faculté polytechnique ici à Louvain-la-Neuve, donc trouver un projet technique. Moi, j'étais en construction en plus, donc j'étais là, mais comment on va faire pour trouver un projet en construction un peu innovant sur lequel on peut lancer une entreprise. Donc là, c'était un moment quand même assez difficile, je trouve. Parce que j'ai contacté du coup énormément de doctorants, de professeurs pour voir s'ils n'avaient pas de projets innovants. Et au final, je suis tombé sur un doctorant et un professeur qui développaient des matériaux thermoélectriques, donc qui permettent sur base de la chaleur de produire de l'électricité. Donc c'est un projet vraiment super technologique, on va dire. Et l'idée qu'on a eue, c'était pouvoir faire des espèces de panneaux solaires, des concentrateurs solaires, chauffer ce matériau-là, produire de l'électricité et produire aussi de l'eau chaude avec les résidus de chaleur. La propriété importante de ce matériau-là, c'est que c'est du fer, donc c'est quelque chose qui est très abondant sur la Terre, avec d'autres matériaux un peu plus rares mais en très, très basse quantité. Et donc en fait avoir une énergie renouvelable à très bas prix. Et donc on a commencé à faire le mémoire comme ça. Donc moi j'étais plutôt dans la partie technique expérimentale, donc vraiment construire le concentrateur solaire et voir les rendements, etc. Et en parallèle, avoir une partie plutôt business, voir où est-ce qu'on allait l'installer, etc. Donc on a fait quand même un gros business plan, il faisait 400 pages au final. Et on l'a présenté lors de plusieurs concours, dont le concours 1, 2, 3 Go, qui est un concours en fait, européen, Benelux, la France aussi, en fait, le nord de la France. Et donc on a gagné le concours pour le prix d'innovation. Du coup, après 1 an et demi, on s'est dit qu'on avait quand même fait un beau boulot. Par contre, on n'a jamais lancé le projet parce que il y a encore pas mal de contraintes techniques, etc. Donc, on ne pouvait pas le lancer tout de suite, mais c'était un projet porteur. Et je pense que en prenant un peu de recul, on a beaucoup appris à travailler ensemble. Donc, une méthodologie complètement différente. Donc, j'étais amené à devoir expliquer des choses très complexes techniquement, des contraintes techniques, à mes collaborateurs qui n'avaient peut-être pas beaucoup de notions en énergie et inversement en droit ou en gestion, en marketing. Et donc c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes, je trouve, en termes de connaissances, mais aussi en termes de réseau. Parce qu'on a du coup accès à d'autres facultés. Donc, on ne se retrouve pas en tant qu'agent civil enfermé dans nos labos. Et on se rend compte aussi que l'apport business, avoir des gens plutôt, on va dire, axés business, plutôt fonctionnels, est super important. Donc ça, c'est un message que j'aime bien faire passer à tous les agents civils. C'est hyper important d'avoir de la valeur ajoutée, donc développer de nouvelles technologies. Mais ça sert à rien de développer quelque chose si elle reste en labo et qu'elle n'est pas utilisée. Et donc c'est super important d'avoir une diversité dans les profils en fait. Comme tu as fait avec Devex, au final vous avez testé très rapidement. Voilà, Il y a une autre question.
production. Et le projet justement avec ce matériau-là, vous comptez peut-être le faire ressortir, un de ces quatre, voici le lancer, ou alors pour le moment vous avez un petit peu trop de projets sur le feu? J'avoue que là ce sera un peu difficile de lancer encore un autre projet. Maintenant on a quand même discuté souvent en disant un jour les matériaux sera peut-être prêts, on pourrait le lancer, et très clairement il y a une grosse opportunité. Maintenant voilà, l'équipe s'est un peu dissoute, ça fait 3 ans qu'on est sorti. Mais j'adore vraiment le domaine de l'énergie parce que c'était une de mes spécialisations au final. Donc pourquoi pas dans quelques années me lancer dans un projet d'énergie renouvelable. Je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs super porteuses et c'est aussi des défis pour l'avenir. Donc oui, je me verrai peut-être un jour relancer ce projet-là. Donc à voir. On arrive à la question de la fin. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'abord la passion. Faut être passionné par ce qu'on fait. Et puis deuxièmement, dans toutes les relations qu'il faut établir, que ce soit avec des fournisseurs, des clients, etc., je pense que l'humilité et la transparence sont des éléments qui sont hyper importants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont parfois pas tout à fait transparents, pas tout à fait humbles. Je crois que c'est une erreur. Je pense qu'il faut beaucoup donner aussi pour recevoir en retour. Donc c'est toujours ce que j'essaie d'appliquer dans tous mes projets que je fais. Parfois c'est peut-être un peu frustrant de se dire qu'on donne autant et qu'on ne reçoit pas tout de suite, mais c'est un peu c'est un genre d'investissement qu'on fait et qui est super positif en retour, quoi. Ok, merci Jérémy. Merci à vous pour cette interview, c'était super. Merci.